Alors, comment ça va fonctionner aujourd'hui? C'est une courte démo d'environ 30 à 45 minutes. Brigitte et moi, on va l'animer ensemble. Et ensuite, il va y avoir une période de questions. Ce qu'on vous invitera à faire, vu qu'on veut être très, très efficient dans notre rencontre, vu que c'est assez relativement court, ce serait de poser vos questions dans le module conversation. Brigitte va m'interpeller le cas échéant ou comme on connaît toutes les deux un petit peu la séance, on verra s'il y a lieu d'y répondre tout de suite ou d'y répondre au moment opportun et vice-versa. Lorsque Brigitte fera la démo, moi, je l'interpellerai au moment opportun. Alors, on ouvrira les micros à la fin. Donc, on vous demande d'utiliser le mode conversation pour poser vos questions par rapport à la séance. Autrement, vers la fin, on va ouvrir les micros. Donc, on y va avec l'atelier Moodle d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, à la fin de cet atelier, vous serez en mesure de paramétrer un test. On va vous montrer également comment octroyer des dérogations. On va survoler différents types de questions. Bien entendu, on n'aura pas le temps dans cette petite demi-heure, 45 minutes-là, de survoler l'ensemble des questions. Mais on va spécifiquement aller vers des types de questions qu'on juge qui seraient favorables pour mettre en place pour vos évaluations des intras. Et il y aura bien entendu une période de questions. Alors, j'arrête mon partage. Et on va aller en démo je vais naviguer entre mes fenêtres. Je vais présenter. Donc, on vous a créé aujourd'hui, Brigitte, tu vas confirmer si tu vois bien. On vous a créé aujourd'hui une section dans le NA Formation. Ce ne sera pas tellement long. Je vais juste désactiver ces deux paramètres-là pour que ce soit optimal. Est-ce que la visibilité est bonne, Brigitte? Oui. OK, excellent. Alors, on a créé pour aujourd'hui, dans le fond, je vais aller en mode étudiant juste pour vous montrer parce que si vous le souhaitez, indiquez-nous un courriel dans le module conversation, votre courriel en fait, et on va vous ajouter cet espace-là de formation. Donc, on a créé aujourd'hui atelier du 3 et du 4 parce que demain, il y a Anis et Marjolaine qui vont faire un atelier un petit peu plus avancé. Alors, dans cette section-là, vous allez retrouver la démo d'aujourd'hui et d'autres matériels qu'on est en train de vous concevoir. Alors, je reviens à mon rôle normal. Donc, et je vais activer les modifications, le mode édition, pardon. Alors, aujourd'hui, dans le fond, l'idée, c'était de créer un examen pratique. Donc, il est créé ici, mais on juste préalablement, avant d'y aller, dans les paramètres, on va vous montrer comment le créer. Vous avez qu'à ajouter une activité et une ressource. Et le test se trouve ici. Alors, vous cliquez et vous faites tout simplement ajouter. On ne le fera pas pour la démo puisqu'on l'a déjà fait. C'est juste un petit clin d'œil. Alors, ce qu'on va souhaiter faire aujourd'hui, c'est d'aller dans nos paramètres pour vous montrer les paramètres spécifiques. Vous pointez les paramètres les plus favorables à mettre en place pour votre test. Alors, je vais aller ici dans Modifier, sous les paramètres. Et là, Brigitte, je t'invite à m'interrompre à tout moment au cas où il y aurait des éléments que j'oublie. Quand on crée notre test dans Moodle, on va lui donner un nom. Dans ce cas-ci, on lui a donné examen de pratique. Ici, j'attire votre attention sur la petite bulle, le point d'exclamation. Ce sont des informations qui doivent être obligatoirement intégrées dans votre activité. Autrement, aussi, j'attire votre attention sur les petites bulles, les points d'interrogation. Ce sont des bulles d'aide qui peuvent vous aider dans certaines circonstances à avoir de l'information sur qu'est-ce que ça a comme impact lorsque vous créez tel paramètre. Alors, nous, on a mis une description. Dans le fond, dans la description que je vais agrandir ici pour l'exemple, on a mis, par exemple, ce serait tout type de consignes qui pourraient être intégrées ici, notamment par rapport au règlement du plagiat et également par rapport au fait que l'étudiant, s'il y avait des problèmes techniques, qu'est-ce qu'il doit faire. Alors ça, il y a des informations qui vont venir dans les jours et semaines à venir là, pour vous aider à vous préparer. Là, on les a pas tous, mais en tout cas, ça peut être un exemple que vous pourrez utiliser quand on l'aura bonifié. Si je peux me permettre, Mélanie, ça peut être intéressant aussi de rajouter le règlement sur les infractions de nature académique dans cette section-là. Puis aussi vos consignes pour l'examen, pour vos étudiants, ça les rassure beaucoup là, de voir ces consignes-là d'avance. Puis même si votre test n'est pas encore disponible, c'est-à-dire s'il est disponible juste demain, par exemple, mais les étudiants vont pouvoir voir la description quand même, puis se préparer mentalement là, à l'examen, savoir c'est quoi qu'ils devront faire, là, les consignes, puis le règlement de nature académique sera disponible à ce moment-là.
Oui, parce qu'en effet, Brigitte, il faut par contre que pour que cette description-là soit affichée, il faut que vous ayez coché afficher la description sur la page du cours. Donc, avant même que l'examen soit ouvert, les étudiants pourront prendre connaissance de ces consignes-là sans problème. Alors, donc, on va défiler les paramètres qu'on considère les plus favorables pour mettre en place. On ne passera pas tous en revue, mais pour mettre en place votre examen. Alors, le temps. Dans ce cas-ci, on a fait ouvrir le test le 3 juin à partir de midi. On a été activé ça. On a fait fermer le test à 13h30 et on a activé le paramètre. Donc, le temps disponible, ce paramètre-là, temps disponible, fait foi à un petit chronomètre que l'étudiant aura dans la droite de sa fenêtre lorsqu'il fera son examen. On l'a mis de 210 minutes. Brigitte, on se disait quand on a fait nos tests que fermer le test doit corroborer avec le temps disponible. Parce que, comment dire, le test se fermera à la première des 2 occurrences suivantes de fermeture ou du temps chrono. Ça veut dire que l'étudiant qui commence son test 5 minutes avant la fermeture n'a donc que 5 minutes pour y répondre si on accorde 30 minutes. Alors, est-ce que, Brigitte, tu veux ajouter d'autres éléments par rapport à ça? Parce que c'est des éléments assez Oui, c'est juste importants. super important que le temps disponible corresponde au délai de temps qu'il y a entre ouvrir le test et fermer le test. Donc, si on a un délai de 1 heure, 1 heure et demie ici, pardon, ce qui n'est pas le cas là, dans le temps disponible, il faudrait le modifier. On a un délai de 1 heure et demie, donc il faudrait que le 1 heure et demie soit dans le temps disponible. La raison pour laquelle ces 3 paramètres-là existent, c'est dans l'optique où est-ce que moi, j'ai un examen que je veux rendre disponible sur une période de 24 heures, mais que je veux laisser un délai de temps à mes étudiants pour faire l'examen. C'est pour cette raison-là que Moodle ont ajouté les 3 paramètres. Mais dans notre cas, à nous, on veut que le test ouvre à une certaine heure, ferme à une certaine heure, puis on ne veut pas laisser plus que, exemple, 90 minutes, 3 heures, peu importe le délai que vous voulez. Donc, c'est super important que le temps disponible corresponde à la différence de temps là, entre ouvrir et fermer le test. Dans le cas, par contre, où on n'utiliserait pas ça dans un contexte sommatif, on pourrait laisser, par exemple, 3 heures pour que l'étudiant fasse le test, mais ça pourrait être sur une plus longue plage également. Et là, dans un contexte d'intro, on va vouloir souhaiter le baliser comme ça. On va revenir un petit peu plus tard dans la démo de Brigitte pour ce qui concerne des étudiants ESH pour leur octroyer plus de temps. Puis si vous enlevez le temps disponible, donc si vous ne l'activez pas, ce que ça va faire, ça va rien changer. Le test va s'ouvrir et se fermer aux plages horaires prescrites, mais c'est juste que l'étudiant ne verra pas le chronomètre dans sa fenêtre. Donc, c'est peut-être un peu moins Merci pour cette intéressant. précision. Excellent. On poursuit. Donc, note, ben, on va pas l'aborder, mais en tout cas, c'est très simple, puis vous avez les bulles d'aide pour vous aider. Alors, on va aller sous mise en page, en fait. La mise en page, donc, ce qu'on a fait dans notre exemple que vous allez voir un petit peu plus loin, on a fait en sorte qu'une question était sur une page. La méthode de navigation ici, j'attire votre attention parce que dans notre test, c'est libre. Donc, on a le choix de mettre ça libre ou séquentiel. Donc, la navigation libre permet à l'étudiant de se déplacer à sa guise dans le test, alors que la navigation séquentielle, elle impose lors des questions et empêche de revenir sur les questions précédentes. Donc, ça, la navigation séquentielle, on est toujours un petit peu frileux par rapport à ça parce que si l'étudiant, par mégarde, il appuie sur question suivante et il n'a pas eu le temps de répondre, ben, il ne pourra pas revenir en arrière. Alors, ce sera à vous de déterminer ce qui est le paramètre le plus favorable. Et toi, Brigitte, dans un contexte de maître d'enseignement, tu me disais que tu favorisais davantage la navigation libre. Ben ça, c'était une opinion personnelle. Moi, je préfère une navigation libre pour que mes étudiants puissent revenir en arrière puis reconsulter leurs questions. Mais dépendamment de ce que vous décidez pédagogiquement, vous pouvez utiliser la méthode qui vous convient le mieux. Parfait. Donc, ensuite, le comportement des questions. Alors, nous, ce qu'on a fait, on a mélangé les éléments de questions. Donc, ça veut dire que si cette option est activée, les propositions de réponse aux questions seront mélangées aléatoirement. Dans un contexte de vrai ou faux, ça s'y prête plus ou moins, mais lorsque vous avez, par exemple, des choix de réponse, bien là, ça veut dire qu'un étudiant X et un étudiant Y n'auront pas le même ordonnancement des choix de réponse. Alors, dans un contexte également d'évaluation sommative, on a mis une rétroaction a posteriori. On va y aller un petit peu plus bas par rapport à l'option de relecture.
Brigitte, est-ce que tu avais d'autres éléments ajoutés par rapport à ces deux paramètres? Il y a peut-être dans mélanger les questions, c'est même si vous pouvez également dans les questions aller le configurer pour pouvoir avoir des choix de réponse qui sont aléatoires. Mais en le mettant ici par défaut dans une question à choix multiple, il va avoir les choix de réponse qui seront aléatoires. Parfait. Alors, donc, c'est souvent quand on conçoit notre question, la rétroaction est a posteriori, c'est le réglage par défaut. Donc, on souhaite que vous le laissiez comme ça. Autrement, vous pourrez prendre connaissance des diverses options qui s'offrent à vous. Pour ce qui est de l'option de relecture, ici, quand on ouvre cette fenêtre-là, ça peut paraître un petit peu rébarbatif. Alors, dans un contexte sommatif, ça dépend de vous, mais on va peut-être souhaiter seulement utiliser après la fermeture du test. Nous, ce qu'on va passer ici en revue, là, c'est pendant le test. Dans le fond, Brigitte, il pourrait, par défaut, on a la tentative. Donc, étant donné que c'est libre, ils pourront revenir à chacune des questions. Mais dans un contexte sommatif, on va rien vouloir cocher ici, rien vouloir cocher immédiatement après la tentative et plus tard alors que le test est encore ouvert également. Par contre, après la fermeture du test, vous allez pouvoir peut-être donner un indicateur de points à vos étudiants. Également, si vous êtes conscient que vos étudiants puissent revoir le test et que votre test serait comme brûlé, si je peux m'exprimer ainsi, ben, ils pourraient vous revoir également la tentative. Euh, Ici, pour ce qui est des points, on va le voir un petit peu plus loin. Quand on a créé des questions de composition, l'étudiant, si je ne m'abuse, Brigitte, tu me corrigeras, n'aura pas accès à ces points tant que la correction manuelle des questions de composition n'aura pas été effectuée. Est-ce que c'est Oui. bien le cas? Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres éléments qu'on voudrait cibler par rapport à l'option de relecture, Brigitte? Dans le cas d'un examen intra, donc d'une évaluation sommative, non. Mais si vous voulez utiliser l'activité test pour des évaluations formatives, à ce moment-là, vous pouvez vous amuser là, avec les autres paramètres, là, immédiatement après la tentative, plus tard alors que le test est encore ouvert. Ça peut aussi être intéressant de donner de la rétroaction instantanée aux étudiants. Oui, puis ils peuvent même mettre plusieurs tentatives. Dans le fond, que l'étudiant peut faire le test formatif plusieurs fois. Exact. OK, alors, ça va bien, option de relecture. Est-ce qu'il y a des questions dans le module conversation, Brigitte, jusqu'ici? Non. OK. Alors, ensuite, bon, il y a divers paramètres. Nous, ce qu'on souhaitait vous cibler, c'était restreindre l'accès. Là, on va essayer d'être le plus clair possible parce qu'on entend qu'il y a confusion entre les groupes possibles de créer dans Moodle et également les groupes courts. Ce qu'on voulait attirer votre attention ici, c'est dans le cas où vous souhaitez, par exemple, pour limiter le plagiat, constituer plusieurs examens, vous pourriez, à l'intérieur de votre groupe court, créer un groupe, dans le fond, qui aurait, pour donner un exemple, une quinzaine d'étudiants. Je reprends mon exemple. Vous avez 30 étudiants dans votre groupe court et là, vous souhaitez créer, par exemple, 3 différents examens. Alors, vous allez aller mettre une dizaine d'étudiants dans un groupe, une autre dizaine d'étudiants dans un deuxième groupe et une autre dizaine d'étudiants dans un troisième groupe. Et là, vous allez créer une restriction de groupe et l'étudiant doit faire partie, par exemple, du groupe 1 et ce sera son examen. Il y aura la dizaine d'étudiants qui pourront faire cet examen-là. Est-ce que c'est clair? Brigitte, veux-tu comme compléter mon explication ou ça va jusque-là? Non, c'était clair. C'est juste faut pas se mélanger avec les métacours aussi. Si vous avez un métacours, donc un cours qui contient plusieurs groupes, exemple groupe 1 à 4, mais là, les étudiants sont déjà placés dans ces groupes-là. Mais si vous voulez créer des sous-groupes d'étudiants dans chacun de vos groupes, c'est possible de le faire. Mais là, ça devient compliqué. Je pense que ton exemple, Mélanie, était très bien. Excellent. J'attire votre attention sur l'œil ici. Ça fait en sorte que c'est affiché en grisé si cette option n'est pas remplie par l'utilisateur, mais si vous cliquez sur l'œil, ça épure en fait le tableau de bord de l'étudiant qui n'a pas à voir ou qui ne remplit pas ces conditions-là. Alors, il ne le verra pas. Donc, c'est probablement souhaitable d'utiliser le trait sur l'œil lorsque vous mettez en place des restrictions d'accès. Donc, on ne va pas enregistrer dans ce cas-ci. On va revenir
à notre examen pratique. On serait rendu à prendre quelques questions parce qu'on est dans notre temps, je crois. Fait que si vous voulez euh, peut-être lever la main dans le module participant, ça nous permettra d'ordonnancer les questions. Autrement, on va passer dans quelques instants à l'ajout d'une dérogation pour les étudiants ESH. Est-ce que ça va? Donc, oui, Tunisia, allez-y, prenez le micro. Allô? Oui. Maintenant, oui. Excellent. Je touche au bouton sans faire attention. Je suis en train de faire un test en parallèle parce que j'étais en train de faire un test avant de commencer la formation. Oui. Et je suis arrivée à option de relecture. Je suis en train de faire avec vous. Il y a une option quand vous arrivez après la fermeture du test, on ne peut pas cocher dessus. L'option en grisé, vous parlez? Oui, attendez, tout est grisé. Je peux pas toucher. Tout est grisé. Je peux pas toucher. Je suis sur un autre ordinateur. Je peux pas vous en montrer ce que je fais. Ici même, moi, c'était coché la tentative. Point, c'est coché déjà. Dans le deuxième cas, il n'y a rien. Le troisième cas, il n'y a rien. Et la quatrième, c'est-à-dire après la fermeture de test, je ne peux pas toucher. Je ne peux pas cocher quelque chose. Est-ce que vous avez déjà, mon hypothèse, c'est vous avez déjà saisi des examens à l'intérieur? Est-ce que des étudiants, vous avez déjà fait des tests? Est-ce qu'il a déjà été remplacé? Oui, j'ai fait déjà un test. Oui, j'ai fait un test, mais je n'avais pas de problème comme aujourd'hui. Mais dans cet examen-là, vous avez fait un test? Pas aujourd'hui. Je l'ai fait, ça fait longtemps. Au début de session, j'ai fait un test juste pour savoir comment ça marche, cette option de test en ligne. Mon hypothèse, Brigitte, est-ce qu'elle tient du fait qu'elle utilise un test qui a déjà été complété, puis là, c'est ce qui fait qu'il ne peut pas enlever la tentative, n'est-ce pas? Oui, absolument. Ou si elle n'a pas activé non plus la date de fermeture, je pense que c'est pas possible. Ah, OK. S'il n'y a aucune date de fermeture de prévue J'ai au aucune test, date pour l'instant parce que je suis en train de faire c'est un ça. nouveau test. Un nouveau. Je n'ai pas touché à n'importe quel. C'est un nouveau test. Si tu OK, désactives, c'est pour ça. Mélanie, la fermer test, probablement que tu ne pourras pas. Absolument, ça répond à la question. Donc, c'est OK, ça qui merci vous beaucoup. empêche. Bienvenue. Merci. Excellent. On continue. Alors, Brigitte, je vais arrêter mon partage parce que c'est toi qui vas prendre le relais pour l'ajout de dérogation pour les étudiants ESH. Il y a une petite procédure qu'on est en train de vous rédiger qui va être disponible soit par le support formation à distance ou par cet environnement-là. En tout cas, il va être distribué sur plusieurs canaux, là, soyez pas inquiets, mais vous aurez la recette qu'on vous a concoctée pour pouvoir mettre ça en place. Excellent. Donc, dans le fond, vous allez dans votre évaluation. Ici, c'était notre examen pratique. Juste, Mélanie, me confirmer qu'on voit bien mon écran. Oui, tout à fait. Excellent. Donc, quand on va dans l'examen pratique, on va dans la roue dentelée en haut à droite ici et on va dans dérogation utilisateur, étant donné qu'on veut ajouter une dérogation spécifique à un étudiant ou plusieurs étudiants. Donc, ici, on fait ajouter une dérogation d'utilisateur. Ce que vous devez faire ici, en premier lieu, c'est indiquer le nom de l'étudiant. Donc, évidemment, ça va vous prendre la liste de vos étudiants ESH. Vous allez aussi avoir besoin du délai de temps qui leur est accordé à chacun pour pouvoir ajouter vos dérogations. Donc, moi, j'ai un étudiant fictif là, qui est dans le système qui s'appelle étudiant 1. Donc, je vais l'ajouter ici, étudiant 1. Vous faites juste écrire le nom. Normalement, vous commencez à écrire le prénom de l'étudiant avec son nom de famille par la suite. Vous allez voir afficher, je ne sais pas si je suis allée trop vite, on voit afficher là, les noms correspondants là, en dessous. Vous faites juste sélectionner le bon. Donc, voilà, mon étudiant 1 est ici. Vous pouvez ajouter plus qu'un étudiant si on les mêmes délais de temps. Si vous voulez en mettre deux dans la même dérogation, c'est possible de le faire aussi. Ce qui est super important, c'est que vous soyez conscient du délai de temps qui est accordé à l'étudiant ou à l'étudiante. Ce que vous faites, c'est que vous devez, ici par défaut, on met la date d'ouverture du test conventionnel, donc le test qui est ouvert à tous. Pour nous, c'était midi. Donc ça, on ne le change pas normalement. L'étudiant SH va commencer son examen au même moment que les autres. Ce qui va venir changer, ça va être le fermer le test. Donc, si l'étudiant, par exemple, a une heure supplémentaire, bien, au lieu de finir à 13h30, il va finir à 14h30.
Donc, je modifie là, la date de fermeture. Au lieu d'être 13h30, c'est rendu 14h30. Ce qui est super important aussi, au même titre que dans les paramètres qu'on a vus tout à l'heure, c'est de venir modifier le temps disponible. Donc ici, maintenant, l'étudiant va avoir 2h30 pour faire son examen. Donc, vous pouvez changer là, en heures. Vous pouvez écrire 2,5 pour 2,5 heures. Puis, normalement, là, quand vous allez faire enregistrer, ça va le convertir automatiquement en minutes. Donc, le nombre de tentatives, ça ne change pas, ça reste une seule tentative. Ça, vous ne touchez pas à ça. Et on enregistre. Donc, important, c'est que le temps disponible soit en lien avec l'ouverture et la fermeture du test. Si vous ne faites pas ça, il va y avoir des problèmes. Oui, en effet, ce qu'on avait fait évaluer comme test, c'est que si votre fermeture de test est a posteriori du temps, ça veut dire que l'étudiant va, le test va être encore accessible pour cet étudiant ou ces étudiants-là. Oui, puis l'autre problématique, c'est que si vous ne changez pas la fermeture du test, vous laissez celle à 13h30, mais que vous donnez 1 heure de plus dans le temps disponible, ça ne fonctionnera pas. Ça va être la fermeture du test qui va avoir priorité par rapport au temps disponible. Je ne sais pas si c'était clair, là, ce que Oui, je tout à dis. fait. Okay. Moi, je trouve. Donc, bien important que le temps disponible soit en lien avec l'ouverture et la fermeture du test. Puis, il faut changer là, la fermeture du test parce que par défaut, ils mettent celle qui est dans les paramètres. Donc, j'enregistre ça. Mélanie, est-ce que tu penses qu'on devrait montrer ce que l'étudiant va voir? Oui, Sache? mais OK. juste avant ça, Alain Dion a une question. J'inviterai tout de suite prendre la parole parce que il y a peut-être une complexité qu'on veut démystifier à cet égard-là. Allez-y, Alain. Merci. Je voulais vérifier donc ce qu'on vient de raconter là sur la durée versus l'heure de tombée de l'examen. Je ne comprends pas très bien comment les deux ça rime, pourquoi ça existe. Est-ce qu'autrement dit, on pourrait s'organiser pour donner une durée à l'examen, mais mettre la date plus tard? Mais ESH, est-ce que je peux, par exemple, jouer avec ça ou ça fait en sorte que les gens puissent le remettre en retard ou quoi que ce soit, puis que les autres, je ne sais pas, là, est-ce qu'il y a un lien ou ce n'est pas du tout le cas? Mon hypothèse à moi de pourquoi est-ce que ça existe dans Moodle, par exemple, moi, ça m'est arrivé comme étudiante d'avoir un délai de 24 heures pour faire un examen. Donc, j'avais 24 heures pour commencer mon examen, mais je n'avais pas plus que 3 heures pour le compléter. Okay. Donc, j'avais une période de 24 heures pour le commencer, mais à minute que je le commençais, il y avait un décompte de 3 heures qui débutait. Par contre, nous, à l'ETS, c'est pas l'optique qu'on veut. On veut qu'il y ait une heure de début puis une heure de fin. Le fait d'activer le temps disponible, ce qui est chouette pour l'étudiant, c'est qu'il va avoir un décompte. Je peux même vous le montrer avec mon exemple d'étudiant. Donc ici, moi, je suis loguée en tant qu'étudiant. Je suis étudiant 1 en plus. Donc, je démarre une tentative. Vous voyez en bas à droite, j'ai le 1h35 et 12 secondes. La raison pour laquelle je n'ai pas mon 2h30, c'est parce qu'il est passé midi là, en ce moment. Donc, ils ont adapté le temps restant avec la date de début officielle du test. Et j'aurais une autre question. Donc, on est dans la partie, je voyais tantôt, c'est examen que vous l'appelez. Donc, est-ce que c'est la même chose que test dans Moodle ou ça va être une version différente pour l'intro ou le final? Non, ce n'est pas le cas. C'est la même chose. L'activité qui existe dans Moodle, elle s'appelle test. C'est juste que moi, je lui ai donné le nom examen de pratique. C'est bon. Merci. Bienvenue. Oui, ben, je vais peut-être apporter une précision. Dans le fond, Brigitte, pour vos intros, là, il va être souhaitable d'utiliser à l'intérieur de Moodle soit l'activité test ou l'activité devoir si votre étudiant doit faire un long processus et vous remettre un document à la fin, ça pourra être préconisé d'utiliser l'activité devoir. Ça, on va le voir la semaine prochaine, cette activité-là, comment le mettre en place. Et si on combine les deux, parce que moi, c'est ce que je risque de faire, est-ce que c'est deux activités complètement isolées? Ou dans le test, je peux forcer un devoir aussi? Non, je présume que c'est deux activités isolées. Ça dépend de votre stratégie d'évaluation sommative, en fait, parce que sachez que dans l'examen, l'activité test, il est possible que vos étudiants vous remettent des démarches ou des fichiers. Fait que ça peut être opérationnel, mais autrement, vous pouvez combiner les deux sans problème. On va le voir avec la type de question composition, comment on fait pour créer ce type de questions-là, justement, pour que l'étudiant puisse nous téléverser un fichier audio, un fichier, une image ou encore n'importe quel autre type de fichier qu'on voudrait avoir de l'étudiant. Parfait.
Donc, je pense que ça fait le tour pour les étudiants ESH au niveau des dérogations. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou... Non, nos étudiants sont relativement silencieux. Parce qu'ils sont trop intelligents, c'est pour ça. Ouais. D'accord. Donc, on va tout de suite passer à la création de questions. Donc, maintenant, vous savez comment paramétrer un test, vous savez comment ajouter les dérogations pour vos étudiants ESH. Puis peut-être juste pour revenir, quand vous retournez dans la roue dentelée dans dérogation utilisateur, vous allez voir celles que vous avez déjà faites comme dérogation. Donc, ici, j'ai celle que je viens juste de faire. Si je veux en ajouter un autre, c'est possible. Moi, ce que je vous suggère, c'est pour chacun de vos étudiants à ESH d'en faire une dérogation séparée. De cette façon-là, c'est peut-être plus facile à gérer. Donc, si je retourne. Brigitte, est-ce qu'on peut juste rapidement voir les différents paramètres dans la roue dentelée, là, juste pour les besoins de nos enseignants? Dans le fond, ce que vous allez beaucoup utiliser, c'est les paramètres, les dérogations, modifier le test, prévisualiser. Tout à l'heure, on va y venir par rapport à l'évaluation manuelle lorsque vous aurez une question de composition. Puis ensuite, tout au bas, vous avez la banque de questions que Anis va aborder demain midi, qui est une complexité un petit peu plus élevée. Sachez que notre examen test d'aujourd'hui pourrait être disponible dans votre cours pour être un examen de pratique pour vos étudiants. Alors ça, à ce moment-là, il faudra le sauvegarder puis le restaurer dans votre cours si vous souhaitez l'avoir. Ça peut être intéressant, vous allez voir, les questions sont assez simples. Ouais. Ça peut peut-être vous enlever du stress à vous si vous voulez faire un test avec vos étudiants, puis après ça, être en mesure d'aller naviguer à travers leurs réponses. Donc, peut-être que ça pourrait enlever un élément de stress avant l'évaluation officielle. Donc, maintenant, on va se concentrer sur la question composition. On avait prévu voir la question de type composition, question close, choix multiples, réponse courte et glisser-déposer. On verra jusqu'où on est capable de se rendre aujourd'hui, mais je pense que la question composition va être la plus intéressante pour vous. Donc, si vous voulez ajouter des questions, vous devez aller dans « Modifier le test ». Normalement, il n'y a pas de questions qui sont déjà disponibles. C'est juste que moi, j'en ai mis des disponibles pour pouvoir vous les montrer tout à l'heure. Donc, habituellement, vous n'avez pas les questions qui sont ici. Vous pouvez déterminer la note maximale que vous voulez pour votre examen, puis vous pouvez également déterminer une note pour chacune des questions. Donc, pour ajouter une question, là, ici, ça me dit que je ne peux pas le faire parce qu'il y a une tentative, évidemment. Ça, c'est parce que je suis allée avec mon étudiant fictif m'ajouter, je suis allée répondre à des questions. Je ne sais pas, Mélanie, si tu es dans le test pour pouvoir la supprimer, la tentative? Oui, juste un petit moment, j'y allais en temps réel. Alors, dans le fond, je peux peut-être en profiter de le montrer parce que ça pourrait vous arriver d'utiliser des étudiants fictifs. Vous allez dans la roue dentelée, résultats, puis normalement, il apparaîtrait ici, là c'est que Mélanie, elle a été trop rapide. Vous cliquez sur la tentative avec un petit crochet, puis vous faites juste la supprimer. Donc ça va vous permettre là, de supprimer les tentatives. On ne veut pas être capable de faire une modification à un examen s'il y a des étudiants qui ont déjà répondu, ce qui est tout à fait logique. Donc, je vais dans « Modifier le test ». Maintenant, j'ai plus le petit texte jaune qui me disait que je ne pouvais pas modifier. Donc, maintenant, j'ai la possibilité d'ajouter une question. Donc, vous pouvez l'ajouter en cliquant ici. Et on ajoute une question. Pour ce qui est de la banque de questions, ça va être Anis et Marjolaine demain qui vont pouvoir répondre à vos questions à ce niveau-là. Donc, on ajoute une question. Et moi, la question que je veux vous montrer, c'est le type composition. Donc, vous voyez, on existe tout plein, là. On n'aura peut-être pas le temps de passer à travers toutes les questions, mais on pourra vous donner les liens là, dans notre documentation, puis c'est quand même assez clair. Donc, composition, on la sélectionne, on fait « Ajouter ». Donc, ça nous amène automatiquement dans l'éditeur. Donc, moi, je vais l'appeler « Composition ». Donc, ça, c'est juste le nom de la question. Les étudiants ne voient pas ce nom-là. C'est vraiment pour vous, pour pouvoir l'identifier là, dans votre test. Le texte. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai préparé une question à l'avance. Je vais juste la mettre de côté ici. C'est une question assez facile. Ce que je demande aux étudiants,
c'est juste d'aller sur le site web de l'ETS, de prendre une capture d'écran de la page d'accueil, puis de devoir me fournir cette image-là. Donc, si jamais vous voulez l'utiliser comme pratique pour vos étudiants, bien, ça va leur permettre d'expérimenter justement de déposer un fichier dans Moodle, dans le cas ici, un fichier image. Donc, je vais juste mettre le texte que j'avais déjà écrit. Est-ce que, je vais juste t'interrompre, Brigitte, est-ce qu'on reçoit mes liens URL dans le module conversation? Parce que moi, je ne les vois pas, ce que j'ai envoyé. Moi, je vois que dans Conversation, j'ai reçu quelque chose. OK, excellent. Marjolaine confirme également, OK, donc c'est excellent. parfait. Donc ici, j'ai juste écrit « Veuillez déposer une capture d'écran de la page d'accueil du site web de l'ETS ». Je vais juste, je suis sur le point de m'étouffer un instant. Donc, le texte de la question, ça peut être une consigne, ça peut être une image, ça pourrait même être un fichier audio. Dans le fond, là, il y a des icônes dans la barre, là, mais dans ce cas-ci, on a mis juste un petit peu de texte pour le texte de la question. Exact. Puis ce qu'on va demander, c'est une image, puis d'ajouter ce texte-là par-dessus l'image. Voici une image de la page d'accueil du site web de l'ETS. Donc, assez simple, c'était ludique un peu comme question, juste pour les besoins de la cause. Donc, après ça, ici, note par défaut, c'est tout simplement la note qui va être attribuée à cette question-là. Vous pouvez évidemment modifier. Rétroaction générale, on n'abordera pas ça. Vous allez devoir corriger manuellement votre examen. Donc, vous allez devoir mettre des commentaires. Maintenant, dans l'option de réponse, j'attire votre attention sur, ici, permettre des annexes. Ça, c'est super intéressant et je vous encourage à l'activer et à mettre ça nombre illimité. Donc, les étudiants vont pouvoir annexer des documents, que ce soit des images, des fichiers Word, des fichiers PDF. Donc, ça, c'est bien intéressant quand vous voulez avoir les démarches, par exemple, de vos étudiants. Donc, permettre des annexes. Et éditeur WYSIWYG, c'est notre choix par défaut. Donc, c'est comme ça que la réponse va être formatée. Brigitte, est-ce que tu me permets l'intervention? En fait, si Oui. vous choisissez l'éditeur WYSIWYG, vous n'aurez pas accès, parce qu'il y a deux choix que vous pourriez faire, l'éditeur WYSIWYG ou si tu peux déployer l'éditeur WYSIWYG avec sélecteur de fichiers. Si vous sélectionnez ça aussi, l'étudiant va pouvoir remettre des fichiers, que ce soit un fichier photo ou audio. Donc, c'est deux moyens, soit avec les annexes, soit avec l'éditeur WYSIWYG de sélecteur de fichiers pour remettre des documents. On peut montrer la distinction. Là. Si je fais pas permettre les annexes, puis que je mets l'éditeur WYSIWYG seulement, je vais juste enregistrer, puis on va pouvoir voir un aperçu. Donc, une fois que vous avez enregistré, vous pouvez toujours voir un aperçu de votre question. Donc, vous appuyez ici. Donc, si je vois, les étudiants peuvent remettre des images, mais il n'est pas possible pour eux de remettre un autre type de fichier. Donc, ça, c'est le WYSIWYG conventionnel. Si par contre, je viens choisir WYSIWYG avec sélecteur de fichiers, j'enregistre et je fais un aperçu. Maintenant, les étudiants, ici, ça c'est gestion des fichiers, et on peut, avec ce bouton-là, aller dans l'ordinateur déposer un fichier. Par contre, il est moins intéressant que celui avec les annexes. Là. Je vous dirais que je préfère l'autre. Il est également possible là, de déposer un fichier audio, un fichier vidéo. Donc, il y a plusieurs possibilités. Par contre, comme Mélanie l'avait mentionné, là, avec les annexes, si on l'ajoute et on dit illimité, ce que les étudiants vont voir, on trouvait que c'était beaucoup plus convivial, vont voir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, il va avoir l'endroit pour écrire du texte et un endroit pour glisser des fichiers. Donc, si on a un dossier d'ouvert, on peut directement glisser le fichier à même là, cette petite boîte-là. C'est plus convivial que d'avoir à cliquer sur le bouton puis ensuite d'être redirigé vers une autre fenêtre. Donc, c'est vraiment libre à vous, mais personnellement, on préférait cette façon de faire-là. Et comme on a choisi annexe illimité, bien, les étudiants pourront remettre plus d'un fichier. Donc, à vous de déterminer selon votre question d'examen qu'est-ce qui est mieux pour vous. Brigitte, on pourrait également baliser le type de fichier accepté si on souhaitait Absolument. que les étudiants remettent seulement notamment des PDF, des fichiers audio, tout ça. Donc, c'est possible de le faire.
Exactement. Donc, si vous voulez avoir des fichiers compressés aussi, que des fichiers images, donc c'est possible d'aller baliser ça. Là, je ne sais pas où le annuler. OK. Donc, ici, si je retourne à ma question, il y avait le « Veuillez déposer une capture d'écran de la page accueil de l'ETS », puis d'ajouter ce texte-là. Dans mon cas ici, j'ai ajouté le fait de permettre des annexes. Je pourrais le baliser avec image, étant donné que dans mon cas, c'est une image ici, mais je ne le ferai pas pour la question. Donc, je vais enregistrer. Maintenant, ma question, elle est enregistrée. Elle s'appelle « Composition ». Vous pouvez, on a vu un aperçu tout à l'heure quand on était dans la création de la question. Je peux également appuyer sur la petite loupe qu'il y a ici pour voir ce qu'un étudiant verrait. Il y a un petit délai. Donc, c'est vraiment ça que l'étudiant verrait en examen, avec la note qui correspond à l'examen, puis l'endroit pour déposer les fichiers. C'est possible aussi, si vous voulez déplacer la question, vous pouvez avec les 4 flèches ici, déplacer la question à l'endroit que vous voulez. Si vous voulez la mettre au début, vous pouvez la mettre ici, par exemple. Par contre, ici, on voit qu'ils sont sur la même page. Si vous voulez les séparer, vous cliquez sur les 2 flèches juste à côté. Donc là, on a sur des pages séparées. Parce qu'on se souviendra, quand on a paramétré le test, on avait mis une question par page, mais si a posteriori, vous souhaitez avoir 2 questions sur une même page parce que c'est plus cohérent, bien là, vous pourrez le faire lorsque vous allez créer vos questions. Sachez que des fois, pour limiter le plagiat, c'est peut-être bien d'avoir une question par page, en tout cas en fonction de votre examen ou de ce que vous souhaitiez mettre en place comme stratégie, là, c'est peut-être favorable que ce soit une question par page. Ça peut être intéressant dans le cas où est-ce que vous avez une mise en situation, par contre, puis dans cette mise en situation-là est reliée à 2 questions différentes. Bien, ça peut être intéressant d'avoir les 2 questions sur la même page avec la mise en situation. Donc, encore une fois, comme disait Mélanie, mais ça dépend du contexte de votre examen, mais sachez que vous pouvez le faire. Donc, je pense que ça fait, tu pourrais ajouter quelque chose si tu ressens le besoin, Mélanie, mais pour composition, je pense que ça fait le tour. Oui, est-ce qu'on va tout de suite voir à titre dans notre... non, en fait, on va y revenir un peu plus tard parce qu'il faut sortir de cet exemple-là. On voulait vous montrer où tu avais déjà tes fenêtres ouvertes, comment corriger J'aurais les... une question, si c'est possible, juste avant. Oui, allez-y. L'éditeur WYSIWYG avec le sélecteur de fichiers, est-ce qu'on peut arriver dans la zone de réponse de formater quelque chose? Autrement dit, je peux-tu donner un cadre avec certaines zones pour structurer la réponse ou je ne peux pas vraiment, c'est libre, les gens le créent comme ils veulent? Ce serait quoi votre... pouvez-vous nous donner plus d'exemples? Parce qu'à ce moment-là, il y a peut-être un type de question qui serait plus favorable pour vous, un glisser-déposer ou une à vrai dire, question ça serait, close. par exemple, je m'attends à voir tel genre d'information en différentes zones à l'écran. Est-ce que je peux donc arriver, parce que je pensais le faire plus avec un Google Docs ou quelque chose du genre, mais est-ce que ça me le permettrait de le faire directement via ça, sans passer par un document on the side pour livrer cette partie-là? Bien, moi, j'aurais tendance à vous répondre en fonction de la complexité de la question, d'utiliser un autre type de question. Brigitte, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Il faudrait voir c'est quoi exactement votre question. L'avez-vous en tête? Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là qu'une question est composée de plusieurs sous-questions? Est-ce qu'on peut avoir cette structure arborescente-là où on arrive au premier niveau, puis après ça, on descend dans le détail, ou c'est vraiment toutes les questions sont au même niveau? Ce que vous pourriez faire, c'est sur la même page, vous avez plusieurs compositions. Exemple, je ne sais pas, moi, vous voulez les causes du décrochage scolaire, là, j'invente. Les causes du décrochage scolaire, vous avez la première boîte de composition, les gens entrent ce qu'ils ont à entrer. Après ça, autre question de composition, mais qui est sur la même page. Donc, les étudiants vont voir ça sur la même page. Autre question que vous écrivez en haut, c'est quoi les conséquences du décrochage scolaire? Puis, encore une fois, un autre endroit pour pouvoir mettre du texte. Puis, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de mettre le glisser-déposer, là. Vous pouvez complètement l'enlever, enlever les annexes, puis forcer les étudiants à remplir dans composition. Est-ce que je peux combiner des questions courtes aussi là-dessus, sur la même page, ou ça ne sera pas possible? Oui, c'est possible. Oui. Et les questions comme ça, composition, est-ce qu'on peut les corriger d'une façon semi-automatisée ou c'est toujours totalement manuel? Autrement dit, est-ce que je peux chercher des mots-clés dans le bloc de texte qui est là pour attribuer certains pointages?
Par expérience, les compositions, vous allez devoir passer à travers chacune des compositions des étudiants. Mais on va le montrer tout à l'heure, ça se fait relativement bien, là. Moodle gère bien les questions de composition. Et j'ai hâte de voir si on peut voir toute la même question pour tous les étudiants en même Oui. temps. Oui. Oui, Oui. Vous nous devancez. Oui. Merveilleux. On avait une autre question de Tundia. Est-ce qu'on y va avec la question ou on enchaîne, Mélanie? Oui, allez-y rapidement. Après ça, on va continuer C'est avec la question close. OK, c'est la même chose que Monsieur Alain. C'est-à-dire, moi, je vais faire un examen en 2 parties, partie test directement à choix multiples et une partie composition. Et dans la composition, par exemple, vous mettez votre texte. Est-ce que je peux mettre les sous-questions ABC et les étudiants vont répondre par glisser des fichiers ABC, la réponse à A, la réponse à B, à C dans le même fichier, dans la même composition? Oui, tout à fait. OK, c'est tout court. C'est ça que je veux. Excellent. Merci. L'autre question, donc la question composition, je pense que c'est une des questions qui va être la plus intéressante dans le cadre d'un examen là, à l'ETS. L'autre question que moi, personnellement, comme enseignante, j'aime bien utiliser, c'est la question close à réponse intégrée. Donc, ça a l'air un peu bizarre comme nom, là, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez intégrer les réponses dans votre formatage personnalisé. Là, ce que je vais faire, je vais ouvrir l'aperçu d'un côté, puis je vais aussi ouvrir la modification de la question. Donc, on va pouvoir voir les deux. Donc, ça ici. J'ai mis le lien vers l'information parce qu'il y a vraiment une syntaxe à respecter lorsque vous créez ces types de questions-là, comme Brigitte va vous le montrer. C'est un petit peu plus complexe à utiliser comme type de question, mais honnêtement, moi, je ne l'avais pas utilisé avant la session dernière. Je suis allée sur la documentation de Moodle, puis ça s'est quand même bien fait. Donc, je vous invite à y aller, mais on va quand même vous montrer l'exemple qu'on a fait ici. Donc, ce que les étudiants voient, c'est ce que vous avez à la droite ici. Donc, la bibliothèque de l'ETS se trouve dans le pavillon, et là, on a une liste déroulante avec des choix. Donc, pour ajouter la liste déroulante avec les choix, comment on fait? Bien, premièrement, vous créez votre question close à réponse intégrée. Vous lui donnez un nom. Juste pour savoir, est-ce que vous entendez un bruit intense de chez moi? OK, c'est bon. Ça va. Parce qu'on fait de la construction, puis désolée. Ensuite de ça, dans le texte de la question, c'est là que vous avez toute la liberté. Vous pouvez ajouter des questions à choix multiples, des questions à réponse numérique. Donc, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Puis, vous pouvez aussi intégrer vos éléments de réponse, exemple, dans un tableau. Donc, moi, je l'ai utilisé personnellement, puis je l'aimais bien. Donc, si je vous montre le texte de la question, je vais le grossir un peu. Donc, la bibliothèque de l'ETS se trouve dans le pavillon. Donc, c'est la première phase que les étudiants voient en haut ici. Puis pour afficher le menu déroulant qu'il y a là, il faut utiliser tout ce qui est écrit entre accolades ici. Ça a l'air un peu spécial, mais si vous allez dans la doc de Moodle, c'est super bien expliqué. Donc, le 1 qui est là, c'est pour indiquer que cette réponse-là vaut pour 1 point. Ensuite de ça, multi-choice, c'est tout simplement pour dire que c'est un menu déroulant de la façon que c'est indiqué dans l'exemple à droite. Le 2 points d'après, c'est pour donner toutes les réponses possibles. Chacune des réponses possibles doit être séparée par un tilde comme ça, l'espèce de petite vague. Puis devant la bonne réponse, on met le symbole égal. Ça pourrait être possible que vous ayez plus qu'une bonne réponse. Là. Si c'est le cas, vous faites juste mettre un égal devant chacune des options. Donc ça, c'est pour le choix multiple. L'autre ici, combien y a-t-il de programmes de baccalauréat à l'ETS? C'est une réponse numérique. Donc ça aussi, si vous allez dans la doc, vous allez voir, on l'appelle numerical. Dans le cas ici, c'est une valeur entière, 7. Mais si jamais vous voulez donner de la précision, donc avec une marge d'erreur de 0.1 par exemple, bien, on rajoute un 2 points et c'est à cet endroit-là qu'on donne la marge d'erreur, exemple de 0.1. Dans le cas ici, ça ne s'applique pas vraiment, il n'y a pas des points 1 court, mais encore une fois, tout ça, c'est bien expliqué dans la doc de Moodle. Après ça, j'ai rajouté une image. Pourquoi? Bien, c'était juste pour vous montrer que dans la réponse close, dans la question close, c'est possible de rajouter des images, des tableaux, puis vous pouvez insérer vos éléments de question un peu n'importe où. Après ça, j'ai mis une dernière question à choix multiple, mais j'ai rajouté VS.
Le V, c'est pour vertical. Donc, mes choix s'affichent de façon verticale. Si vous voulez les avoir horizontales, vous mettez un H. Le S, c'est pour aléatoire. Donc, mes choix, Peel et Notre-Dame, Peel et William, Notre-Dame et de la Montagne, s'affichent de façon aléatoire, dépendamment de l'étudiant ou dépendamment de la tentative. Donc, je pense que ça fait le tour de la question close. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Mélanie. Mais justement, où ce bouton où tu allais cliquer, c'est très Oui. utile parce que ça vous permet justement d'agrandir votre éditeur là, pour mieux travailler puis voir ce que vous faites. Autrement, c'est petit. Là. Alors, les flèches Est-Ouest, Nord-Sud là, sont favorables à être utilisées dans ce contexte-là, le plein écran. Principalement dans question close, parce que c'est là qu'on fait plus de manipulation. Donc, on appuie là-dessus, puis on l'a maintenant à l'écran, voyons, en plein écran. Si vous voulez revenir, vous réappuyez sur les flèches. OK, le temps file. Je voulais peut-être juste rajouter une chose ici. Si jamais vous avez des gens qui corrigent l'examen pour vous, il y a à l'endroit, là, je ne suis pas au bon endroit, excusez, c'était dans la composition qu'il fallait dire ça, c'était pas ici. Oui. Sachez que dans composition, vous avez un élément qui vous permet de donner des lignes directrices à vos évaluateurs. Par exemple, si vous avez des correcteurs, un peu pour quel point sera attribué à tels éléments ou tout ça. Là, donc, vous pouvez donner des informations. Mais ça peut être également pour vous de l'avoir sous les yeux lorsque vous allez corriger également là, un rappel. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais vous pouvez dans cette section-là aller ajouter je vais donner 2 points pour telle chose, puis c'est juste vous qui allez voir ça ou la personne qui corrigera votre examen. Brigitte, enregistre-le pour qu'on puisse le voir lorsqu'on... Oui. Ah, désolée, ce que j'allais te souhaiter, mais c'est vrai, on ne va pas aller dans cet élément-là. On n'est pas dans ce même test-là pour la correction. On est dans un autre test, fait que ça ne vaut pas le coup. OK. Il y avait, dans notre exemple, c'est sûr que tous ceux qui veulent avoir accès à cet exemple-là, écrivez-nous votre adresse courriel dans le module conversation et vous pourrez aller voir là, cet exemple-là de glisser-déposer. On a créé aussi un QCM et quoi d'autre qu'on avait une réponse courte également. Là. Fait que si vous souhaitez avoir accès, là, vous pourrez le faire à titre d'étudiant, le quiz, puis voir comment ça s'opérationnalise. Puis si vous voulez l'avoir, on pourra vous le transférer avec restauration. Alain, si je peux... Pardon, Brigitte. Juste une précision sur le glisser-déposer. Si vous souhaitez en faire, moi, je vous suggère fortement le marqueur à glisser-déposer plutôt que glisser-déposer sur image. Il est beaucoup plus intuitif quand c'est le temps de placer les zones de dépôt des boîtes de texte. Donc, c'est une suggestion que je vous fais. Oui. Est-ce que je peux donc poser ma question? Oui. Oui, allez-y. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir des grilles de correction aussi ou c'est juste un champ informationnel, si on veut, là, ce que vous avez expliqué? Est-ce qu'on peut arriver à quelque chose de plus formel, vraiment, qui peut nous guider ou même corriger en partie, là? Bien, en fait, c'est très souhaitable, très pédagogique. Il est possible de créer des grilles de correction dans Moodle, là, mais c'est selon ce que vous allez évaluer. Là, on n'a pas vraiment on a peut-être un modèle que vous pourriez réaménager ou remodifier. Fait que c'est ça, si vous le souhaitez, on pourrait vous en transférer un peut-être dans votre espace cours ou vous montrer où il y en a un qui se trouve. Oui, tout à fait. OK. Ça, j'aimerais beaucoup parce que c'est la partie nébuleuse pour moi actuellement, là. Mais sauf que la grille de correction, Brigitte, tu me corrigeras, elle s'opérationnalise davantage dans la question d'un devoir. Elle est raccrochée au devoir, puis lorsque l'enseignant remet les éléments, il y a la grille de correction qui est également là pour l'étudiant. Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé la grille de correction dans Moodle. Je me faisais des grilles moi-même dans Excel que je transformais en PDF par la suite pour envoyer à mes étudiants. Pour des quiz, pour des activités tests, hein? Des examens ou des travaux pratiques, oui. OK.
Mais en tout cas, Alain, ça sera à vous de voir si c'est plus favorable, si vous avez une grille d'évaluation, d'utiliser Devoir à ce moment-là pour vous, parce que ça peut être un peu la même fonctionnalité, mais vous auriez un avantage puisque la grille d'évaluation est à même le Devoir. Mais Oui, parce que je corrige directement d'habitude avec l'éditeur PDF là, dans le Devoir. Là, Oui. Oui, parfait. Mais comme c'est possible de rajouter des tableaux ici, j'imagine que vous pouvez mettre en tableau votre grille d'évaluation, puis ça sera à voir tout à l'heure si on voit l'information de l'évaluateur, puis à ce moment-là, vous pourriez remplir cette grille-là ici. Parfait, merci. OK. Est-ce qu'on va rapidement prendre des questions, Brigitte, puis on revient pour montrer la correction du composition? Oui. Fait qu'allez-y, dans le fond, levez la main si vous avez des questions, sinon on va poursuivre avec la correction. OK, bien, poursuivons. Puis si des questions vous viennent en tête, là, n'hésitez pas à lever la main là, pendant qu'on va poursuivre. Puis pendant ce temps-là, Brigitte, je vais aller ajouter. Est-ce qu'on va ajouter justement la grille dans l'examen corrigé? Oui, on pourrait venir ici dans Examen corrigé, puis par exemple, aller modifier le test, puis dans la composition, une grille quelconque, on peut faire une grille bidon. Est-ce que je fais un tableau ou vraiment quelque chose de simple? Un tableau rapidement. Je ne sais pas, corriger le français, c'est important ça. Parce que dans le fond, notre question de composition, c'était d'inscrire le nom-prénom. Ah oui, c'est vrai. En fait, il faudrait donner un point pour le nom, puis un point pour le prénom, s'ils ont bien écrit ça. Puis peut-être, si on avait eu la consigne de mettre une virgule entre, on aurait pu attribuer également des points, là, mais on n'avait pas donné Ouais. cette consigne-là. Là, j'ai mis trop de colonnes puis trop de rangées, là, mais il est possible de les modifier. Est-ce que je les modifie ou je laisse comme ça? C'est juste pour voir si on est capable Oui, ça va comme de ça, corriger. OK. pour notre exemple. J'enregistre. Et maintenant, on peut. Nous, ce qu'on a fait, c'est que vous voyez en haut, c'est pour ça que c'est en jaune, c'est pas possible d'ajouter des questions. On est déjà allé faire des tentatives comme étant des étudiants fictifs. Donc là, ça va être possible d'aller corriger là, les questions de composition qu'il y avait dans l'examen. Si on s'en va, oups, je vais juste retourner à mon examen de pratique. En fait, peut-être revenir juste en arrière pour un petit point. Là, il aurait pu tout simplement aller cliquer sur les tentatives 5. Là, ça vous amène un tableau de bord des étudiants. Mais nous, spécifiquement, ce qu'on veut vous montrer, c'est comment aller corriger les questions de composition. Puis là, vous voyez très bien que la question 5 nécessite une évaluation. Alors, ce sera ça le marqueur qui va vous indiquer que c'est une question de composition et que vous allez devoir aller attribuer un pointage pour cette question-là. Mais le moyen pour corriger ces questions-là de composition, je laisse poursuivre Brigitte pour qu'elle vous le montre. Là, c'est vraiment bien utilisé et bien utilisable. Mais ce qui est intéressant au moins ici, c'est que vous pouvez voir les tentatives des étudiants, de tous vos étudiants. Donc, ça peut être intéressant d'aller consulter. Sinon, ce que vous faites, vous allez dans l'examen en tant que tel. Vous allez dans la roue dentelée, puis vous allez plus bas dans la section résultats, évaluation manuelle. Donc, vous cliquez là. Et là, on vous dit qu'il y a la question composition 2. Si vous avez d'autres questions de composition, elles vont tous apparaître ici. Donc, si vous voulez y aller et corriger une question à la fois, bien, vous pouvez y aller. Faites tout évaluer. Vous allez avoir toutes vos questions de composition de chacun des étudiants sur la même page. Okay? Alors, la question qu'on avait indiquée, c'était veuillez entrer nom et votre nom et prénom. Alors, là, ici, on voit ce que j'ai écrit dans les notes pour les tableaux, mais évidemment, mon tableau, je l'ai fait à la sauvette. Puis, il n'y avait pas, on ne voyait pas les bordures, là, mais vous pouvez vous mettre vos notes de correction ici, puis elles vont apparaître. Donc, quand vous écrivez votre commentaire en bas, vous avez directement accès à ce que vous avez écrit. Puis, de cette façon-là, ça vous assure d'être uniforme aussi avec tous vos étudiants. Donc là, on voit le premier étudiant qui a rentré ça. Vous pouvez rentrer vos commentaires. L'étudiant va avoir accès à ces commentaires-là. Puis, vous pouvez rentrer la note sur le point total qui était attribué sur 1. Ensuite, vous voyez toutes les autres réponses des Joe Lateral.
les autres réponses des étudiants. Puis, fait intéressant, c'est que notre étudiant 4, on avait activé le fait de pouvoir joindre des documents. Donc, lui a joint une photo de l'ETS, donc ça se sauvegarde automatiquement là, sur votre ordinateur, puis vous pouvez l'ouvrir évidemment. Donc, c'était cette photo-là qu'il y avait joint. Donc, si vous activez l'annexe, bien, les étudiants, vous allez voir toutes les annexes que les étudiants ont mis pour leurs questions d'examen. Donc, voilà. Une fois que vous allez avoir tout corrigé, bien, évidemment, là, vos étudiants vont pouvoir voir leurs points. S'il y a une autre page, bien, normalement, vous pouvez voir la page suivante avec les autres étudiants. Brigitte, ce serait intéressant d'aller rapidement donner un point à chacun de nos 5 étudiants pour après ça remontrer le tableau de bord. Donc, ensuite, il devrait avoir, l'évaluation devrait être complète pour l'ensemble de nos étudiants dans le tableau de bord. Là, je ne prends pas la peine de mettre des commentaires. Là. Je pense que là, tout le monde est corrigé. OK. Là, je ne sais pas pourquoi enregistrer à la page suivante. Ah, ça m'amène toujours à une autre page. C'est parce que je suis obligée de mettre des commentaires? En théorie, ça ne devrait pas être une obligation, les commentaires. Non, je pense que c'est juste un glitch. Si je retourne dans Résultats, c'est ça que tu voulais que j'aille montrer? Dans le tableau de bord, alors on voit que le pointage est maintenant octroyé et ça ne nécessite plus d'évaluation. Et là, on voit la note totale. Donc, voilà. Monsieur Paré, allez-y. Monsieur Dion, pardon. Est-ce qu'on peut, dans la réponse de l'étudiant, on ne peut pas annoter cette réponse-là. Hein? Donc, si on veut préciser des choses d'une phrase ou quoi que ce soit, actuellement, moi, je fais du copier-coller. Avez-vous d'autres trucs? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Dans ce cas-là, ça serait peut-être mieux de demander à l'étudiant qui dépose un fichier PDF et dans une application comme Drawboard, par exemple, où est-ce que vous pouvez annoter manuellement ou ajouter du sportif, parce qu'en général, c'est pour une phrase ou deux, mais des fois, c'est utile de pouvoir préciser ou pointer sur sa phrase. C'est ce qu'on ne peut pas faire, donc, vraiment, actuellement, avec ça. Mélanie, tu me corrigeras si je n'ai pas raison, mais je pense que ce n'est pas possible, non. Parfait. En effet, moi non plus. Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pourriez charger toutes les données de vos étudiants en fichier Excel si vous avez besoin ou tout ça, là. Donc, ça peut être intéressant. Parce que vous pouvez, par la suite, si vous téléchargez les notes de vos étudiants, vous pouvez ensuite importer tout ça dans Signet, puis ça va entrer les notes automatiquement. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Oui, par ailleurs, ça m'amène à un point, Brigitte, excellent. Je vais vous mettre sur le support Moodle de l'ETS, il y a un point là-dessus. Je vais vous le mettre dans le module conversation si c'est ça que vous souhaitez faire. Importer des notes dans Signet. Alors, voilà. Et c'est plutôt exporter. En fait, c'est vers la section, je vais vous mettre plus le lien en fonction de ce que vous aurez besoin, là. Si vous voulez faire du transfert vers Signet, ça va être sur ce lien-là que vous pourrez aller. Ici. OK. Autrement, est-ce que vous avez d'autres questions? On ouvrirait les micros. C'est sûr c'est très rapide, mais sachez que le bureau technopédagogique, vous pouvez nous écrire des questions. On va mettre l'adresse courriel ou poser vos questions également par le module forum qui est bénéfique à tous la communauté enseignante. Là. Si vous avez des questions, on essaie d'y répondre. Des fois, c'est la communauté qui répond, fait que c'est très chouette. Puis demain, Anis et Marjolaine vont faire un volet plus banque de questions un petit peu plus approfondi. Fait que c'était vraiment un quick prise en main pour que vous soyez outillés. Oui, Monsieur Dion, vous êtes un étudiant actif ce midi, c'est excellent. Hey, je joue là-dedans ces jours-ci, fait que j'ai plein de questions. C'est excellent. Est-ce que la question que je me pose, bon, je viens de perdre mon fil de questions. Désolé. Est-ce que je peux en poser une entre-temps? Oui. Oui. Bonjour, mon nom est Françoise Marchand. Vous avez parlé rapidement que c'est possible d'avoir un groupe de 30 étudiants et de la diviser en trois sous-groupes pour qu'il y ait des questions d'un ordre différent ou
ou les réponses d'un ordre différent, aléatoire, mais que c'était délicat ou embêtant ou pas faisable avec un métagroupe. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Parce que souvent, pour le cours dans lequel j'ai impliqué, c'est souvent ce qu'on fait avec les métagroupes. En fait, vous, votre scénario que vous envisageriez, est-ce que ce serait de créer plusieurs questions plusieurs quiz pour vos groupes courts, ou c'est pour, à l'intérieur de chacun de vos groupes courts, d'aller créer des groupes, je peux m'exprimer ainsi, des groupes d'étudiants qui auraient accès à un examen différent ou à 3 examens différents? Oui, c'est ce que vous voulez dire. Dans un groupe, on aurait 3 sous-groupes. Donc, un groupe de 30 étudiants, 3 sous-groupes de 10 qui auraient 3 examens différents. OK. Ce qui va se passer, c'est que dans votre métacours, vous allez aller créer, la terminologie là, est très, j'essaie de faire attention pour pas que ça porte à confusion, là. Brigitte, tu me corrigeras, mais dans, disons, votre groupe classe numéro 1, vous allez aller créer 3 groupes. Vous allez aller créer des groupes. Brigitte, peut-être, je ne sais pas si je peux reprendre ou tu peux nous montrer comment aller… Dans paramètres? Oui, non, c'est dans plus. Oui, c'est vrai. Utilisateur. Et là, vous avez groupe. Et là, vous allez créer un groupe. Juste en bas un petit peu, Brigitte, créer un groupe. Là, disons que vous l'appelez le groupe 1 pour l'examen intra 1, dans cet exemple-là. Les autres paramètres, on peut les… Ça revient un petit peu à ce qu'on faisait quand on créait des équipes. Mais les équipes, dans Moodle, ils s'appellent des groupes. Oui, bien, vous pouvez utiliser la nomenclature que vous voulez parce que, tu sais, si vous voulez utiliser groupe ou équipe, ça, c'est libre à vous. Parce que quand vous le créez, vous le nommez comme vous le souhaitez. Et Moodle appelle ça des groupes. Oui, tout à fait. C'est ça la confusion aussi par rapport à l'ETS, qu'on appelle ça des groupes, puis le Moodle appelle ça des groupes. Alors, on enregistre et là, ensuite, vous allez pouvoir ajouter ou retirer des utilisateurs. On voit qu'il y a 0 étudiant dans le groupe 1 examen intra. Et là, vous allez pouvoir aller mettre tous vos étudiants que vous souhaitez qu'ils fassent l'examen intra 1 dans le groupe 1. Okay. Est-ce que c'est clair? Oui. Puis après ça, il reste à dire que ce groupe 1-là a telle question, puis le groupe 2 ou l'équipe 2 a telle autre question. En fait, c'est pas la question, ça va être le quiz. Le quiz, oui. Parce qu'autrement, pour contrer le plagiat, ce qui pourrait être fait, c'est une banque de questions. Puis dans votre banque de questions, vous allez créer votre test, puis vous allez aller choisir des questions aléatoires pour que vos étudiants X et Y n'aient pas la même question en même temps. OK. C'est 2 alternatives que vous pouvez faire ou mettre en place. D'accord. Je sais que c'est complexe, mais n'hésitez pas à poser d'autres questions pour qu'on puisse essayer de vous aider le plus possible à comprendre, puis avec vous, à vous donner le plus de soutien possible pour que ce soit le plus efficace pour vous. Merci, j'apprécie votre enthousiasme. Et votre clarté, les deux d'ailleurs. Excellent. Monsieur Dion, allez-y. Effectivement, j'utilise déjà pour la dame qui vient de parler, ça va quand même bien avec la banque de questions. Moi, j'utilise ça, puis je génère des questions aléatoires là-dessus. C'est quand même très bien. Est-ce qu'on suggère pour les examens, pour mes quiz en général, je fais des questions aléatoires. Donc, l'ordre des questions va changer, et les numéros aussi par le fait même, et ils n'ont pas tous, chaque étudiant a une version de l'examen un peu différente. Est-ce qu'on suggère la même chose pour l'intra? Parce que je m'imagine s'il y a une question à répondre à tous les étudiants, ça devient extrêmement complexe si tout le monde a une question de numéro différent ou ainsi de suite. Qu'est-ce qui est préconisé comme approche? C'est ça, on est en train de finaliser les détails que vous allez recevoir à titre d'enseignant là, pour essayer le plus possible de limiter le plagiat et ça fait partie d'une de nos recommandations de créer une banque de questions aléatoires. De créer un examen aléatoire, pardon, parce que, tu sais, quand vous avez vu notre démo, tu sais, quand vous êtes dans votre test, vous pouvez ajouter une question, vous pouvez ajouter une banque de questions ou vous pouvez ajouter des questions aléatoires. Là, j'y vais de mémoire, là, Brigitte, là, mais il me semble que c'est ça les choix que vous avez et on suggère fortement l'aléatoire. Et l'ordre des questions aussi va changer ou on suggère à ce moment-là que l'ordre demeure le même?
Bien, si vous êtes dans l'aléatoire, Anis qui est dans la salle pourra me confirmer ou m'infirmer, mais vous n'avez pas besoin de changer l'ordre des questions à ce moment-là, puisque ça va aller piger dans vos différentes catégories que vous aurez constituées préalablement. Mais je peux faire, par exemple, que le choix de réponse soit la question 1 pour tout le monde, ou au contraire, le choix de réponse peut être la question qui apparaît la 12 pour quelqu'un d'autre. Tu comprends dans ce sens-là? Ça brise vraiment la forme de l'examen aussi. Oui, mais dans votre examen aussi, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez aussi avoir des questions aléatoires, mais vous pouvez aussi avoir des questions qui seraient Oui, les mêmes pour tout le monde également. tout à fait. Oui, ça, je fais déjà ça dans les quiz. Oui, tout à fait. OK. C'est bon. Merci. Brigitte, as-tu d'autres choses à rajouter ou Anis pendant qu'on est dans la question de M. Dion? Pour moi, c'est complet. OK. OK, ben écoutez, demain sera un rendez-vous si vous le souhaitez. Puis si vous avez des questions qui vous viennent, ben vendredi pourrait être aussi un autre rendez-vous pour vous parce qu'on est là pour les 2 prochaines semaines du moins pour essayer de vous aider à préparer vos intros. On sait que c'est une gestion du changement pour vous, qui êtes sûrement submergé par la session, là. Fait que c'est pour ça qu'on vous présente diverses séances là, sur l'heure du lunch pour vous aider. Alors voilà, je remercie Brigitte de sa présence Merci et à toi, puis vous Mélanie. tous. Merci. Merci à toutes les deux. J'ai une dernière question. Dans quel ordre vous nous suggérez de lire les différentes infos? Les différentes infos par rapport à... Comment créer une question, aléatoire, pas aléatoire. Dans quel ordre on fait quoi? Ah oui, dans quel ordre on fait quoi? C'est une excellente question. Dans, Quand on commence, là. est-ce que vous allez souhaiter créer une banque de questions? Je ne sais pas. Moi, je prends de l'avance. C'est rare que ça m'arrive. C'est pour mon cours d'automne. Je ne sais pas. OK. On pourrait avoir une réflexion ensemble si vous le souhaitez, parce que je ne sais pas exactement c'est quoi la nature de vos évaluations que vous voulez mettre en place. Fait que, dans le fond, vous pourriez commencer à vous initier à comment créer un test. On l'a vu un petit peu rapidement. Après ça, à la banque de questions, je pense que ça pourrait être une étape suivante. Puis après ça, questions aléatoires, c'est assez facile. C'est assez intuitif. OK, je vais regarder ça. Brigitte, as-tu d'autres choses à ajouter pour comment tu t'es initiée, en fait? Est-ce que tu peux nous témoigner de ton initiation à l'activité test? L'activité test, dans le cadre de mes cours à la maîtrise, on l'utilisait on l'utilisait dans le cadre de travaux, donc c'est comme ça que je l'ai utilisé la première fois. Mais je dirais que la documentation qui est disponible sur le site de Moodle, là, qu'on a mis en lien dans le chat, est quand même assez complète. Puis le document PDF qu'on va faire, là, Mélanie, qui indique comment faire les paramètres, comment ajouter les dérogations, ça aussi, ça va être intéressant. Mais peut-être juste vous faire un petit test bidon, puis je ne sais pas si vous avez accès à ENA Formation, mais ça, peut-être qu'on pourrait vous montrer comment l'utiliser. Ça pourrait être intéressant que vous fassiez un test, puis avec des étudiants fictifs, vous allez voir le comportement du test en question. Je pense que c'est vraiment en l'essayant et en l'expérimentant qu'on voit là, les possibilités de Moodle. Oui, en fait, excellent, Brigitte. Dans le fond, de renchérir, Madame Marchand, si vous souhaitez, on pourrait vous ajouter là, à cet espace-là, puis vous pourriez vous créez sur une information, un bac à sable, là, puis vous allez créer un test, là, puis on pourrait même aller déposer dans votre bac à sable cet examen de pratique-là pour que vous voyez comment ça s'opérationnalise à titre d'enseignant, mais aussi de prendre des étudiants avatars, parce que dans une information, il est possible d'utiliser ces étudiants avatars-là. Parfait, ce serait gentil. Je l'ai déjà été sur un NS, ou de formation, là, mais il faudrait vérifier, oui. OK. Bien, peut-être, en fait, est-ce que vous voulez qu'on vous donne le lien tout de suite? Oui, c'est possible peut-être de l'envoyer à tout le monde par courriel, ou juste à moi, là, je ne sais pas les autres, mais Oui. Votre prénom, c'est? Françoise. OK, excellent, Françoise. Je vais vous envoyer ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui le veulent. Indiquez-nous votre adresse courriel dans le module conversation si c'est le cas. Et Madame Leblanc, Danielle Leblanc. OK, parce que moi, je ne sais pas pourquoi je ne vois rien du... Ah, OK, ça vient d'apparaître de Madame Leblanc. Excellent. OK,
Parfait. Ce qui va se passer, dans le fond, Madame Leblanc, je ne sais pas si vous avez jamais été, vous devez vous authentifier une première fois afin que la banque de données Moodle vous voit, puis après ça, on pourra vous ajouter dans l'espace court, là. Fait que ça se fait comme en 2 temps, là. Faudrait peut-être penser à Mélanie à faire une petite procédure pour l'utilisation des étudiants fictifs. Ça, c'est pas trop T'as bien raison. évident. Oui, en effet. OK, parfait. Alors, ben, écoutez, on se quitterait ici s'il n'y a pas d'autres questions. Ça fait le tour. Il n'y a plus d'autres mains levées. Dernière chance, sinon ça va demain ou à vendredi. Merci beaucoup toutes les deux. Merci. Parfait. Bon après-midi à tout le Merci. monde. Au revoir.